Les champs électriques et magnétiques sont intimement liés. Ils sont les deux facettes d'un seul et même objet, le champ électromagnétique. Et ils vont par conséquent interagir l'un avec l'autre. Sommes-nous menacés par les ondes électromagnétiques? Il y a un système Wi-Fi là qui fonctionne, qui est une box. Donc ici, on va trouver des valeurs beaucoup plus importantes. Puisque là, on est 6, 7, 8, même 10. Quel est le niveau de dangerosité Le niveau de dangerosité, c'est 0,6 volts par mètre, pour un effet à long terme. Petit à petit, les champs électriques et magnétiques vont s'influencer et varier l'un après l'autre, perturbation après perturbation. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si mes enfants sont devant la télé, tout près ou à côté de la Ils box... ont un risque maximal. Les enfants sont les plus fragiles. Ah ouais. Bien sûr, ils ne sont pas finis les enfants. Ils sont en pleine construction de leur système immunitaire. Elles évoluent dans l'espace et réagissent avec la matière, elles s'ajoutent les unes avec les autres. Voici le cerveau d'un enfant de 5 ans et celui d'un adulte. Le cerveau de l'enfant a une boîte crânienne plus mince et un volume plus petit que l'adulte. Pour cette raison, les ondes du GSM pénètrent avec plus d'intensité et vont plus loin dans le cerveau. En particulier, si on superpose deux bosses, on va obtenir une bosse 2 fois plus grande. On appelle ce principe de superposition des ondes les interférences. Le corps présente un fonctionnement qui n'est pas que chimique. C'est un fonctionnement également qui est électromagnétique. Quand un corps humain est plongé dans une ambiance, une atmosphère qui est électromagnétiquement chargée, il paraît tout à fait logique que la particularité des ondes étant de pouvoir interférer, il paraît tout à fait logique que ces interférences puissent entraîner des réactions, des cascades biologiques, des cascades physiologiques sur le fonctionnement de nos organismes. On voit l'importance, si on veut avoir une vision de l'être humain dans sa globalité, de bien comprendre qu'il est fait de matière, et que cette matière, c'est essentiellement de l'eau et des ions, et qu'il va y avoir des effets des champs électromagnétiques. Et on sait très bien qu'une cellule qui est viable et qui vit, elle doit développer un potentiel électrique. Si elle n'est pas capable de développer un potentiel électrique, c'est une cellule qui est morte. Donc on met tout de suite au cœur de la santé et de la vie le problème de l'eau, des ions et de l'électromagnétisme. Toute matière émet un rayonnement électromagnétique. C'est un principe de physique. Tout système qui contient de l'eau et des ions est une antenne potentielle. Donc nous sommes des antennes. Une cellule est une antenne. Et comme toutes les antennes, elles ont ce qu'on appelle des modes de résonance, c'est-à-dire qu'elles ont des fréquences caractéristiques. Et donc nous sommes par définition sensibles aux ondes électromagnétiques, tout simplement parce que nous sommes faits d'eau et d'ions. Pour en savoir plus, je me suis rendue chez Wolf Bergmann, un médecin généraliste et homéopathe allemand. Il est l'une des 22 personnes à l'origine de l'appel de Fribourg. Cette pétition allemande a été lancée en 2002 afin d'avertir l'opinion publique et le gouvernement des constatations médicales faites sur des patients en comparant deux périodes, la période prénumérique et la nôtre. Sur Terre, tout est électromagnétique. L'électromagnétisme fait partie du fonctionnement de la planète. Mais seulement, depuis quelques décennies, nous avons modifié cela. Nous avons rajouté à cet électromagnétisme naturel un électromagnétisme artificiel. En fait, nous bombardons notre planète de champs électromagnétiques artificiels. Pour maintenir la vie, nous sommes composés de cellules. Et nos cellules communiquent entre elles en permanence. Chaque cellule, nous en avons entre 50 milliards et 100 milliards. Chacune de ces cellules communique avec celle qui est à côté d'elle, à la vitesse de la lumière. Chaque cellule est à la fois émettrice et réceptrice. Les fonctions de transmission électromagnétique corporelle sont des fonctions biologiques. Elles sont des fonctions bien précises entre les différents organes d'un être humain. Et la particularité de la téléphonie mobile, c'est que la téléphonie mobile se situe dans ses fréquences biologiques. Et ces fréquences biologiques peuvent être perçues par un corps comme des fréquences parasites.
Nous sommes tous électrosensibles, mais la majorité d'entre nous n'en a pas conscience. Et le niveau d'électrosensibilité varie en fonction de ces individus. Nous réagissons tous différemment. Par exemple, chez certaines personnes, les globules rouges vont par phénomène de résonance se coller les uns aux autres pour former une espèce de collier. En fait, il y a des réactions biologiques chez chacun, mais l'intensité dépendra de chaque individu et aussi de son exposition. Le nombre de personnes présentant des syndromes d'intolérance aux ondes électromagnétiques est en constante augmentation. Le problème, c'est que ça va toucher de plus en plus de gens. Dans certaines rues, il y a des gens qui tombent malades. Il y a des rues dites à cancer où plusieurs générations sont touchées en même temps. 40 000 personnes, dont 2 000 médecins, ont signé l'appel de Fribourg. Mais ni le gouvernement, ni les opérateurs ne semblent prendre les choses au sérieux. À Paris, des travaux scientifiques ont permis de mettre en évidence ce syndrome de manière objective. Ces travaux ont été menés par Dominique Bellepomme, cancérologue internationalement reconnu et expert en santé environnementale. Voilà, toutes ces armoires correspondent aux malades venus me consulter pour une intolérance au champ électromagnétique. C'est la plus grande série mondiale. 1500 cas examinés cliniquement et biologiquement depuis ces 5 dernières années. Les patients ont subi des examens neurologiques et des tests biologiques permettant de doser vitamines et protéines. On a aussi mesuré le flux sanguin de leur cerveau, ce qui a permis une découverte inquiétante. Nous observons effectivement que certaines zones du cerveau sont moins bien irriguées que d'autres, que ce soit lié à une baisse de fluidité du sang, notamment avec des globules rouges qui s'agglutinent, ou tout simplement aussi avec des capillaires sanguins cérébraux qui sont anormaux. Toujours est-il qu'il y a insuffisamment de sang qui passe, si vous voulez, dans ces zones du cerveau. Et à partir du moment où vous avez une baisse du flux sanguin dans certaines zones du cerveau, vous avez une baisse d'oxygène. Et quand vous avez un manque d'oxygène qui arrive au niveau des neurones, qui sont les cellules nobles du cerveau, eh bien, effectivement, vous avez dans un premier temps un dysfonctionnement des neurones. Et si l'exposition au champ électromagnétique persiste, vous avez destruction du neurone. Et à ce moment-là, nous entrons dans une véritable maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée à ce que Alzheimer a décrit. La réalisation de tractographie cérébrale, une technique d'imagerie médicale utilisée afin d'explorer le cerveau en détail, et ici plus précisément le système limbique, à la recherche de lésions et anomalies invisibles sur les IRM morphologiques conventionnels. Explication du professeur Denis Ducreux. Ça, c'est l'image de la tractographie, c'est toutes les fibres de substance blanche du cerveau qui sont reconstruites par ordinateur, dans lesquelles on va essayer de rechercher des structures anatomiques qui sont impactées ou qui sont un petit peu altérées par certaines pathologies. Donc là, chez les patients trauma-crâniens, ce que l'on va regarder avec attention, c'est le système limbique, c'est-à-dire un système qui va être impliqué dans la gestion des émotions et dans la gestion de la mémoire. Ce système limbique, on va regarder, donc, est constitué de toutes ces fibres et donc on va pouvoir visualiser avec cette tractographie eh bien, son intégrité, savoir s'il y a des zones qui sont atteintes ou pas. Il y a une très très bonne concordance entre ce que l'on voit sur l'ordinateur et puis ce qui existe réellement. Mais cette tractographie ne fait que visualiser de l'eau. En fait, donc ce que l'on voit n'existe pas, ce sont des mouvements d'eau que l'on voit. Mais ce que l'on voit, donc qui a été reconstruit par l'ordinateur, correspond à l'anatomie réelle. Donc c'est du virtuel qui correspond au réel, et c'est ce qu'on appelle aussi les dissections virtuelles. On voit les flux d'échange d'informations sur les couleurs qui changent ici, et puis donc ce patient est pathologique, il n'a pas un système limbique normal, il a des zones qui sont atrophiques, alors en particulier au niveau du cingulum moyen. Donc là on est vu de derrière, on va, voilà, ici, toute cette zone-là, en fait, il manque des fibres, ici. Et puis au niveau de la zone de la commissure antérieure, c'est-à-dire ici, là c'est pareil, il manque des fibres. Il a des symptômes, ce patient, il a des difficultés de mémorisation, difficultés à contrôler ses émotions, il a des difficultés à se focaliser pour son attention, tout simplement parce qu'il n'a pas assez de fibres. Donc les informations ne s'échangent pas suffisamment rapidement entre les différentes zones de substances grises. Et c'est pour ça qu'il éprouve des difficultés et il a une fatigabilité parce que
ça demande plus d'efforts pour réaliser une même tâche. Donc voilà, cette tractographie permet de visualiser des choses qu'on ne voit pas sur l'IRM morphologique. Ça n'est que le système limbique. Alors voilà, un écho-doppler cérébral pulsé normal. Le Doppler cérébral pulsé est un instrument permettant de mesurer la vitesse des globules rouges dans les vaisseaux intracrâniens. Ici, c'est le lobe temporal droit, ici, le lobe temporal gauche, et comme vous le voyez, le flux sanguin passe parfaitement. Chaque fois que c'est rouge ou orange, ça veut dire que le flux sanguin est normal. Par contre, ici, on a le même chez un sujet électro-hypersensible, comme vous le voyez, ici, dans cette région capsulo-thalamique, qui correspond au système limbique, il y a pratiquement plus de sang, plus de globules rouges qui passent. Un constat alarmant qui commence à trouver une prise en compte toujours plus large au sein de la communauté scientifique. Vous avez le rapport Bioinitiative, qui est un rapport qui fait l'état de plus de 3000 articles scientifiques démontrant formellement que les champs électromagnétiques sont excessivement toxiques, non seulement avec un risque de cancer, mais également avec un risque sur le système nerveux central. Et il y a des maladies telles que la sclérose en plaques pour lesquelles on suspecte très fortement une origine liée au champ électromagnétique. Donc si vous voulez, c'est pour ça que l'électro-hypersensibilité n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est toute une pathologie qui gravite derrière ce premier état biologique qu'est l'électro-hypersensibilité. Aujourd'hui, il y a vraiment un début de reconnaissance qui est croissant au niveau de la communauté médico-scientifique internationale. Dans le cerveau, les vaisseaux sanguins servent à nourrir les neurones en oxygène et en nutriments. Ils ont donc un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du cerveau. Le diamètre de ces vaisseaux, il peut varier de quelques millimètres pour les plus grosses artères à seulement quelques microns pour les plus petits capillaires. Alors les nerfs, c'est exactement comme un câble électrique. À l'intérieur, il y a plusieurs faisceaux et ça va permettre donc de conduire du courant une information électrique. Nathalie, montrez-nous sur ce schéma un peu plus anatomique ce que c'est qu'un nerf. Alors sur ce schéma, on voit le nerf qui va comprendre des centaines de fibres nerveuses qui sont regroupées par fascicules et évidemment ce nerf il est vascularisé. Donc les fascicules, c'est ces cercles-là et à l'intérieur les points noirs. Ce sont les fibres nerveuses. Chaque point noir c'est un fil électrique. Un fil électrique. Et il y a des vaisseaux sanguins pour irriguer, pour amener l'oxygène à ces câbles. Et l'axone, qu'est-ce qu'on appelle l'axone? C'est la fibre nerveuse. La fibre nerveuse. L'encéphaloscanner est un examen de Doppler pulsé intracérébral, centimétrique, qui permet d'étudier la vascularisation du cerveau. Le cerveau a, comme tous les autres organes, un pouls. On a un pouls cérébral, de même qu'on a un pouls au niveau des artères du poignet ou des artères pédieuses. Le cerveau également pulse. Et donc nous étudions centimètre par centimètre la pulsatilité du cerveau. Cet examen, c'est l'encéphaloscanner. On a démontré que les patients souffrant d'hypersensibilité au champ électromagnétique présentent une hyperviscosité du sang. Cette hyperviscosité du sang va évidemment entraîner un trouble de la perfusion du parenchyme cérébral et donc par conséquence une diminution de l'oxygénation du cerveau. Et donc cet examen est parfaitement adapté puisque c'est un examen qui permet d'étudier l'oxygénation du cerveau. Et si effectivement l'encéphaloscanner démontre qu'il existe une diminution de l'oxygénation du cerveau, plus particulièrement du reste dans les zones profondes, on pourra dire que ce patient est susceptible d'être hypersensible au champ électromagnétique, ce qui sera à préciser bien évidemment par les analyses biologiques. Notre découverte aujourd'hui, c'est de dire que chez ces malades-là, nous avons probablement affaire à un syndrome limbique qui explique les symptômes que présentent ces malades lorsqu'ils sont mis en présence d'un champ électromagnétique. Sur le plan étymologique, limbe signifie frontière. Le système limbique est une interface anatomique et fonctionnelle
entre la vie cognitive et la vie végétative. Selon le Larousse, le système limbique ou formation limbique est un ensemble regroupant des structures très diverses, le cortex singulaire, l'hippocampe, les noyaux septaux, l'amygdale, l'hypothalamus et la réticulée mésencéphalique, et jouant un rôle important dans la mémoire et les réactions comportementales d'ordre alimentaire, sexuel ou social, en liaison avec le cortex cérébral et l'hypothalamus. Wikipédia, le système limbique est appelé parfois cerveau limbique ou cerveau émotionnel. C'est le nom donné à un groupe de structures de l'encéphale jouant un rôle très important dans le comportement et en particulier dans diverses émotions, comme l'agressivité, la peur, le plaisir, ainsi que la formation de la mémoire. Donc voilà, ça c'était les résultats de l'encéphaloscan que j'ai fait au mois de novembre 2010 pour le professeur Bellepomme. C'est représenté sur un tableau où est à noter dessus l'oxygénation moyenne d'un cerveau adulte, bon, correspondant à mon âge, hein, j'imagine à peu près. Voilà, donc la partie assurée et la partie qui doit être oxygénée, la partie moyenne. Donc il y a des endroits où effectivement c'est bien oxygéné, puis d'un seul coup on se retrouve dans des endroits du cerveau où il y a un gouffre d'un seul coup, un manque d'oxygénation. Voilà. Et on s'aperçoit chez ce monsieur que la vascularisation du cerveau est correcte et que donc ce patient ne souffre pas d'hypersensibilité au champ électromagnétique, ne souffre pas d'athérosclérose et a une oxygénation cérébrale tout à fait d'un jeune homme. Normalement, les flux vasculaires qui sont enregistrés par ces échodoppler cérébral pulsés sont tout à fait normaux. Chez ces malades-là, au contraire, il y a un déficit de flux vasculaire qui se fait soit dans l'hémisphère droit, soit dans l'hémisphère gauche, soit dans les deux hémisphères. Ce sont les cas les plus difficiles, bien sûr. Bon, sur ce, j'ai pris rendez-vous pour Violette, ma fille, qui n'était pas montée en même temps que moi et qui était en grande souffrance à ce moment-là. C'était catastrophique pour Violette. C'était à peine mieux pour moi, mais voilà, toujours pareil, le problème d'oxygénation du cerveau était quand même très inquiétant. Une déficience en vitamine D, entre autres, forte, et une très forte désoxygénation du cerveau. Là, c'était des gouffres. C'était des gouffres. Le professeur Bellepomme trouvait vraiment très très embêtant cette asphyxie, hein. On peut l'appeler comme ça. Hein. En réalité, ce sont les ondes courtes qui peuvent pénétrer à l'intérieur des tissus du corps. Et ces ondes courtes sont effectivement l'équivalent, entre guillemets, de corps étrangers. Et vous avez certaines personnes qui sont allergiques à ces vibrations, à ces corps étrangers, parce que il faut bien comprendre que ces ondes courtes provoquent des vibrations au niveau des tissus et donc peuvent provoquer des problèmes inflammatoires. Et vous avez certaines personnes qui sont plus sensibles à ces vibrations que d'autres. La plupart des objets possèdent une fréquence d'oscillation naturelle appelée la fréquence propre. Si on frappe un verre avec un couteau, par exemple, il se met à vibrer à sa fréquence propre. Le son émis possède la même fréquence. Si un chanteur pousse un cri de fréquence égale à la fréquence propre du verre, celui-ci entre en résonance. Il se met à vibrer avec une amplitude de plus en plus importante. Lorsque l'amplitude dépasse les capacités de déformation du verre, il finit par se briser. De la même manière qu'une antenne va récupérer le signal de la radio, dans le corps humain, les cellules, les molécules qui sont dedans vont vibrer à une fréquence de résonance qui correspond à leur fréquence propre. Donc quand l'onde arrive avec la même fréquence, elle capte cette onde et elle l'amplifie. Parce qu'une résonance amplifie le phénomène. Quand il n'y a pas résonance, il ne se passe rien. Dès que vous arrivez à la résonance, l'objet se met à vibrer de plus en plus. Un peu les gens qui cassent les verres en cristal en le faisant résonner à une certaine fréquence. D'un seul coup, l'énergie accumulée est tellement forte que ça explose. Ça accumule l'énergie. Et dans notre corps, on a les mêmes phénomènes qui se passent. Les ondes électromagnétiques peuvent faire résonner certaines liaisons chimiques de la même manière que dans les antennes ou dans le cristal ou dans une cloche qui résonne, etc. Ces effets vibratoires ou biochimiques sur les protéines du vivant, à travers par exemple la production de radicaux libres, a été observé avec des rayonnements GSM ou UMTS, à des niveaux d'exposition de la vie courante. Aucune de nos cellules n'est épargnée, pas même les plus intimes. Les champs électromagnétiques ont des propriétés CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, sans qu'ils soient encore, si vous voulez,
officiellement acté que ces champs électromagnétiques soient CMR. Ce qui est acté aujourd'hui au niveau scientifique par l'ensemble de la communauté médico-scientifique internationale, c'est que les champs électromagnétiques, quelle que soit la fréquence, sont possiblement cancérigènes. Ça n'est pas certain, mais il y a plus qu'un doute. Chaque individu possède un système oscillatoire qui lui est propre. Tout élément qui existe sur la Terre a une vibration qui se produit et qui produit des ondes électromagnétiques. On pourrait parler d'une sorte d'empreinte, comme une empreinte digitale qui n'appartient qu'à nous. Les cellules perdent leur cohérence électromagnétique dès qu'un organe est malade, et à partir de ce moment-là, il ne va plus émettre les mêmes fréquences. On sait que ce sont des messages électromagnétiques qui harmonisent les différentes fonctions du corps. Les organes agissant et interagissant entre eux comme un émetteur et un récepteur radio. Ce qui fait la différence, c'est qu'une onde électromagnétique proche du naturel est une onde qui est continue. Il faut imaginer un petit peu une nappe d'eau avec des vagues. Ces vagues sont continues. Par contre, les nouvelles technologies comme, si vous voulez, le portable, le Wi-Fi, le WiMAX, le fameux téléphone DECT, eh bien, se présentent avec des ondes qui sont hachées, coupées. C'est comme si à la surface de l'eau, eh bien, on voit des vagues mais avec des grandes coupures. C'est-à-dire on voit un paquet de vagues qui passe, puis ça s'arrête. On voit un autre paquet de vagues, puis ça s'arrête. C'est un petit peu le ressac qui arrive sur la plage. Et ça, c'est quelque chose que nos cellules n'aiment pas trop, parce que quand les ondes sont hachées, comme on l'a dit, ou pulsées, comme on le dit, eh bien, les cellules sont très stimulées et ne s'adaptent pas. Et ça peut engendrer des pathologies si ça dure un certain temps. Quand on sait que la particularité des ondes est de pouvoir interférer, il n'y a rien d'extraordinaire à comprendre que des phénomènes d'interférence et donc parfois de résonance, peuvent se produire. Ces différents problèmes entraînant des cascades physiologiques qui vont entraîner elles-mêmes des réactions biologiques. De plus en plus de chercheurs aujourd'hui nous disent que l'onde commande à la chimie. Dans les années 80, le futur docteur en physiologie étudie à l'université de Rennes les effets biologiques du radar pour le compte des militaires. Ce qu'il va découvrir va l'amener à devenir, sur le sujet des micro-ondes, lanceur d'alerte. Le lien, c'est que l'invention du téléphone portable découle de celle du radar. Le radar, ainsi que les téléphones portables, ont quelque chose en commun. Les fréquences qui étaient utilisées à l'époque par les radars, eh bien, ont été abandonnées par les militaires parce qu'ils les trouvaient trop dangereuses pour les gens qui les manipulaient, c'est-à-dire pour les radaristes. Il y avait deux sortes d'effets. Le premier effet était l'effet thermique et bien évidemment, il y avait les autres effets qui sont les effets athermiques que les militaires appelaient à l'époque effets spécifiques, c'est-à-dire des troubles. Les gens ressentent des picotements au niveau des mains, ont des sensations de brûlure, ont des sensations de circulation inversée, c'est-à-dire que les membres deviennent froids. Et puis après, ils ont des troubles de l'agressivité, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des troubles de mémoire. Et puis lorsqu'on va voir un peu plus loin, lorsqu'on fait une analyse de sang, on s'aperçoit que les hormones réparties dans le plasma du sang sont réparties de façon anormale. Et quand on regarde les globules blancs qui nous défendent contre les microbes, qu'on appelle les leucocytes tueurs, eh bien il n'y en a presque plus, donc on ne peut plus se défendre. Et là, c'est très bien décrit dans la littérature, on appelle ça le syndrome des micro-ondes. Picotement, sensation de brûlure, fatigue, trouble du sommeil, perte de la mémoire, diminution de l'immunité. Radars et téléphones, mêmes ondes pulsées, même fréquence, mêmes symptômes. Comment ne pas voir dans cette analogie une relation de cause à effet ? Ce qui fait que ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui ont repris ces fréquences qu'on va retrouver aujourd'hui sur ce qu'on appelle le GSM 900, le GSM 800, la 4G, la 3G. Ce sont les mêmes fréquences et ce sont aussi des ondes pulsées. On connaît les effets, il y a bien longtemps. On les connaît depuis les années 1970.
avec des effets promoteurs et copromoteurs de cancer. On connaissait déjà les phénomènes de leucémie, de lymphome et de gliome. Tout cela paraît tellement gros, raconté calmement comme une évidence, et déjà largement documenté dans des études qui, c'est vrai, n'étaient pas criées sur les toits. Les sacrifiés des ondes sont en fait des sentinelles, qui nous préviennent d'un risque pouvant tous nous toucher demain. Cela dépend maintenant de nous, de laisser ou non les choses continuer ainsi. Donc on est les sentinelles. Si la population ne se rend pas compte que ces gens qui tombent malades, c'est les premiers, c'est ceux qui sont les plus sensibles, mais qu'après ils vont tomber, tout le monde va tomber, si on tient pas compte de ce signe-là, c'est l'ensemble de la population qui va arriver dans la maladie. Attention, il y a des gens qui présentent bien, qui ont l'air de bien parler, mais dont l'intérêt n'est pas de votre santé. Hein. Votre santé, vous la sentez à l'intérieur de vous. Quels sont vos besoins internes? Vous avez la possibilité de le sentir. Regardez combien de personnes ont l'oreille qui chauffe quand elles téléphonent. Et continuent à téléphoner quand même, parce qu'on leur dit c'est pas dangereux. Ces personnes-là, je leur dis écoutez votre sensation. Alors, quel est le prix à payer pour les nouvelles technologies? Pourquoi les études scientifiques se contredisent-elles autant? Et qu'attend l'État pour appliquer un principe de précaution? Aurait-on oublié que tous nos sens, et également notre pensée, sont issus d'impulsions électriques du système nerveux?